Cette expérience m'est arrivée en 2020. Le monde était en train de se fermer à cause du Covid et tout le monde était enfermé chez lui. Étant un passionné de routard et de camping-car, j'ai utilisé le Covid comme excuse pour voyager dans différents parcs nationaux et camper dans divers endroits. L'un de ces endroits était une rivière du parc national des Montagnes Rocheuses, au Colorado. Sans révéler mon identité ni révéler trop d'informations personnelles, disons simplement que quelque chose s'est produit dans mon travail en 2019 et que ma réputation a un peu souffert. Bon nombre de gens me méprisaient et j'ai dû changer d'appartement, obtenir un nouveau numéro de téléphone et finalement quitter mon travail. L'erreur que j'ai commise a fait perdre de l'argent à beaucoup de gens, donc on s'attendait à une tempête de merde. Je ne savais tout simplement pas jusqu'où cela irait. J'ai été littéralement harcelé par des nombres aléatoires pendant un moment. Certains textes étaient même menaçants. Je ne savais pas s'ils provenaient de la même personne ou de personnes différentes à chaque fois, mais j'ai envisagé la possibilité que ce soit une personne qui m'envoyait des SMS à partir de plusieurs numéros différents. Pendant un moment, cela a semblé s'arrêter et j'étais reconnaissant que les gens semblent se désintéresser ou simplement passer à autre chose. Je ne travaillais pas cette fois-ci. Je prenais du temps pour moi, ce qui était une autre raison pour laquelle je voyageais dans différents parcs nationaux. J'ai conduit les 3 heures jusqu'au parc national des Montagnes Rocheuses. J'ai garé mon camion et j'ai commencé ma randonnée sur le sentier jusqu'au ruisseau. Il n'y avait personne d'autre là-bas. Je suis sûr que c'était parce que c'était juste au moment où le confinement a commencé et que les gens prenaient cela très au sérieux et ne quittaient pas leur maison. En plus, c'était encore l'hiver. Il y avait une fine couche de neige sur le sol, suffisamment dure pour qu'elle fasse un fort craquement à chaque pas. Au bout d'un moment, je suis arrivé au ruisseau et il n'était pas gelé, ça coulait toujours. C'était incroyablement paisible et c'était une cure de désintoxication dont j'avais besoin du stress de ma vie à l'époque. J'ai trouvé un endroit un peu à l'écart du chemin pour installer mon campement. Une fois la tente montée, j'ai coupé du bois, allumé un feu et fait cuire des saucisses sur la cuisinière. Ensuite, j'ai commencé à lire mon livre au coin du feu. Après avoir terminé quelques chapitres, il commençait à faire nuit. Merci à Dieu pour les lampes frontales. J'ai roulé un joint et j'ai commencé à le fumer. Après quelques coups, j'ai senti mon téléphone commencer à sonner. Honnêtement, à part ma famille, peu de gens m'envoient des SMS. Alors j'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste et j'ai vu un tas de SMS provenant d'un numéro inconnu. Mon cœur a raté un battement lorsque j'ai réalisé que cela se reproduisait. Les SMS provenaient d'un numéro avec un indicatif régional 203 que j'ai recherché comme étant le Connecticut. Qui que ce soit, il m'a envoyé un texto pour me dire « Comment se passe ton camping, mon pote ?» Le deuxième texte disait « C'est magnifique ici ». Le troisième texte disait « Je vois pourquoi vous êtes venu ici ». Ma réaction par défaut a été de répondre « Qui est-ce » S'il laissait simplement « Comment se passe le camping ?» j'aurais supposé que c'était un membre de la famille. Mais ils envoyaient des messages comme s'ils étaient ici avec moi. L'herbe était déjà entrée dans mon organisme et j'étais définitivement défoncé. Cela n'a pas du tout apaisé mon anxiété. Je me sentais extrêmement paranoïaque et j'ai commencé à regarder autour de moi, me levant et faisant un 360 degrés complet, regardant dans toutes les directions vers les bois de plus en plus sombres. Je suis allé chercher mon arme de poing P365 dans mon sac, juste pour me sentir plus en sécurité. Habituellement, j'éteignais le feu avant de passer la nuit, mais aussi paranoïaque que je me sentais maintenant. L'idée d'être dans l'obscurité totale me faisait flipper. Je suis entré dans la tente et j'ai rampé sur mon sac de couchage. J'ai regardé les SMS sur mon téléphone, attendant une réponse qui n'est pas venue. Les minutes s'éternisaient et je voulais juste que l'herbe disparaisse. J'avais toujours ma lampe frontale allumée, alors j'ai essayé de continuer là où je m'étais arrêté dans mon livre.
Mais entre le fait d'être défoncé et mon esprit bloqué sur ces textes, je me faisais des illusions en pensant que je savais lire. J'ai décidé de simplement regarder des vidéos YouTube sur mon téléphone pour passer le temps. Je ne me sentais pas encore à l'aise pour dormir. Je regardais un documentaire sur un meurtre sur YouTube. Je sais, un choix assez intéressant compte tenu du cadre. Et au moment où je m'y attendais le moins, j'ai reçu un autre SMS, une réponse à ma question avant qu'il ne réponde. Ça n'a plus d'importance. Mon cœur a recommencé à battre la chamade. J'ai répondu « Comment saviez-vous que je campais ?» Mais encore une fois, aucune réponse. Après cela, l'angoisse de cette situation me pesait de plus en plus lourdement. Était-ce une farce d'un ami ou d'un membre de la famille? Ou est-ce que c'était une de ces personnes qui me harcelaient à nouveau? Mais si c'était le dernier cas, comment saurait-il que je campe? C'est la partie vraiment inconfortable. J'ai réussi à passer 1 heure rien qu'à regarder des vidéos sur mon téléphone. Et j'ai remarqué que la lueur du feu à l'extérieur devenait de plus en plus faible à mesure que le feu s'éteignait jusqu'à presque disparaître. En hiver, sans le bruit des insectes, les bois sont complètement silencieux, à l'exception du vent lors d'une nuit venteuse. À la seconde où la vidéo s'arrêtait, le silence devenait assourdissant. Habituellement, j'embrassais la paix, mais ma paix était complètement perturbée à cause de ces textes. Quelque chose rompit alors le silence. Le bruit indubitable de pas humains dans la neige. Ils se sont approchés de ma tente jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à environ 6 pieds de l'extérieur de la tente. Puis, les pas s'arrêtèrent. J'avais le pistolet fermement dans ma main, prêt à désactiver la sécurité. Il y eut soudain un éclair venant de l'extérieur. On aurait dit que quelqu'un avait brièvement braqué une lampe de poche sur la tente ou avait pris une photo. J'ai eu ma réponse assez tôt. J'ai entendu la personne s'éloigner. Maintenant, avant que leurs pas ne disparaissent lentement vers le silence, et comme je m'y attendais au fond de mon esprit, mon téléphone a sonné et vibré. Ce numéro m'a envoyé une photo. La photo était de ma tante. Après cela, il y avait un texte qui disait « Passez une bonne nuit de sommeil ». Je ne peux pas l'expliquer, mais tout à coup, j'ai eu l'impression d'être complètement sorti du reste de mon effet, et une poussée d'adrénaline et de confiance m'a submergé. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente et tiré 2 balles en l'air. Le bruit de pas qui s'enfuyaient dans la neige à une distance pas si lointaine m'a dit que cela fonctionnait et a effrayé la personne. Mais cela me dérangeait encore plus que cela signifie qu'il se cachait toujours quelque part au loin, en train de regarder. J'ai crié une menace en l'air et je suis remonté dans ma tente. Je crois que ça a marché parce qu'il n'y avait plus de texte ni de bruit de pas. Je suis resté éveillé pendant des heures, simplement parce que l'événement m'a complètement réveillé. J'avais l'impression d'avoir bu 3 tasses de café. Finalement, je me suis endormi et me réveiller au soleil du matin a été un énorme soulagement. Celui qui m'a suivi n'était pas prêt à ce que je dégaine une arme. Je ne semble certainement pas être le genre de personne qui posséderait une arme à feu. Et je sais que c'était la première fois que je tirais avec cette arme depuis que je l'avais achetée, et en fait, ma seule fois à ce jour. Celui qui m'avait envoyé des textos m'avait harcelé et, apparemment, me traquait, a apparemment décidé de reculer lorsqu'il a découvert que j'avais une arme à feu. Parce que presque 5 ans plus tard, cela ne me dérange toujours pas. C'était une nuit cauchemardesque et je ne peux pas imaginer à quel point cela aurait pu se passer différemment si je n'avais pas été armé. Durant mon enfance, chaque année, ma famille avait une tradition selon laquelle nous allions tous dans le nord du Michigan pour un week-end en octobre. Notre oncle Jim possédait une propriété de 4 acres là-bas. La maison sur la propriété pourrait accueillir beaucoup de personnes, avec 5 chambres et 3 salles de bain. 2 chambres ont été aménagées pour mes cousins et mes frères et sœurs, mon frère et ma sœur dans une pièce, et nos 4 cousins dans une autre pièce. Les autres chambres étaient réservées à tous nos parents. Oncle Jim a toujours été un grand chasseur et pêcheur.
ils partaient en camping spécialement pour chasser dans tout le pays. Mon père est allé camper avec lui à plusieurs reprises, même s'il aime les animaux, et ne ferait jamais de mal à une mouche. Une partie des 4 acres que possédait mon oncle était une grande partie de la forêt. Il a marqué de nombreux arbres avec de la peinture rouge pour marquer la limite de propriété. Au-delà, il n'y avait que la forêt appartenant au comté. Je ne sais pas. La maison la plus proche dans cette direction était probablement à des kilomètres. Mon frère Adam, mes cousins Jake et Joe et moi avons eu une idée au déjeuner alors que nos pères parlaient de chasse. Nous voulions aller camper dans les bois ce soir-là. Nos pères étaient d'accord avec cela. Ils étaient définitivement déjà un peu ivres, donc plus susceptibles de dire oui à des choses. Nos mères n'étaient pas aussi d'accord, mais elles n'ont pas directement dit non. Alors mon père et oncle Jim nous ont emmenés tous les 4 dans les bois avec une tente. Mes cousines et ma sœur n'étaient pas impliquées dans cela. C'était juste nous les garçons. Ils nous ont conduits dans les bois, et quand Joey, le plus jeune d'entre nous, a commencé à se plaindre que c'était trop loin, ils ont commencé à rire. C'est comme ça que nos pères sont quand ils sont ensemble, surtout quand ils boivent. Ils adoraient s'embêter avec nous quand ils étaient enfants. En parlant d'âge, je suis le plus âgé. À l'époque, j'avais environ 13 ans. Adam et Jake avaient environ 10 ans et Joe environ 9 ans. Nous sommes allés au-delà de la limite de propriété, car il y avait cette petite clairière dans les bois, avec un tas de choses douces, vertes et moussues, que mon oncle appelait des lits de cerf. Je suis presque sûr qu'il a dit que c'était parfait pour un camping et qu'il l'avait déjà utilisé. Mon père et mon oncle Jim nous ont en quelque sorte donné une leçon à moitié ivre sur la façon de monter une tente. Ils nous ont demandé de les aider pour que ce ne soit pas eux seuls qui fassent tout le travail. C'était une très grande tente, assez grande pour 4 personnes, surtout des enfants. Une fois installés, nous avons mis nos sacs de couchage à l'intérieur. Nous l'avons fait pendant la journée parce que, évidemment, c'était infiniment plus facile que de le faire la nuit. Après tout cela, nous sommes retournés à la maison et avons joué à des jeux dehors jusqu'à l'heure du dîner. Au dîner, nos mères ont encore une fois exprimé qu'elles n'étaient pas fans de cette idée, que nous étions trop jeunes pour être seuls dans les bois. Nos pères insistaient sur le fait que tout irait bien pour nous. Et je me souviens que mon père plaisantait en disant que nous serions suffisamment proches pour qu'ils entendent nos cris si quelque chose tournait mal. Ce n'est que plus tard que nos pères nous ont ramenés dans les bois jusqu'à la tente. Nous avions tous des lampes de poche et des couvertures supplémentaires car il faisait froid la nuit. J'ai également apporté un jeu de cartes Uno avec lequel nous pouvons jouer. Quand nous nous sommes tous installés dans la tente, mon père et oncle Jim sont rentrés à la maison. Nous nous retrouvâmes soudain seuls dans les bois. Honnêtement, nous n'étions pas aussi près de la maison qu'on le pense. Nous étions suffisamment enfoncés dans les bois pour qu'on ne puisse voir aucune lumière provenant de la maison. Nous avons commencé à jouer à Uno pendant un moment. Je dirais au moins une demi-heure. Jouer à Uno est en fait un très bon passe-temps. Ça passe vraiment bien le temps. La tente était éclairée par nos lampes de poche disposées en cercle. Tout était amusant et gonflé jusqu'à ce que nous entendions un cri au loin. Cela ressemblait au cri d'une fille. Nous sommes tous restés silencieux et nous sommes regardés avec les mêmes visages. Je me suis alors souvenu que les renards criaient et cela ressemblait au cri d'une femme. Je l'ai dit à tout le monde et j'ai vu à quel point Joe était particulièrement paniqué, mais ma déclaration a calmé tout le monde. Nous avons continué à jouer à Uno. En fait, j'ai gagné comme à chaque tour à ce moment-là. Personne n'avait encore évoqué ce cri. C'était très probablement hors de nos esprits, mais cela s'est produit à nouveau, et beaucoup plus fort et plus proche cette fois. Cette fois, cela semblait beaucoup plus humain. Nous sommes tous redevenus silencieux, et cette fois, même moi, j'étais paniqué. Joe avait l'air d'être sur le point de pleurer. J'ai dit à tout le monde d'éteindre leurs lampes de poche. Nous avons rampé jusqu'à nos sacs de couchage respectifs, et nous sommes assis dans l'obscurité. Aucun de nous n'a eu le courage de courir dans les bois pour rentrer à la maison.
C'est cette peur de courir et d'être poursuivi et d'attirer l'attention de ce qui se passe dehors avec le bruit de nos pas. D'une manière ou d'une autre, se cacher à l'intérieur d'une tente en tissu semblait être l'option la plus sûre. Alors, nous avons attendu et attendu en silence. Nous chuchotions encore entre nous, nous demandant si cela pouvait encore être un renard. J'ai dit la vérité et j'ai dit « Je ne sais pas, j'espère ». Je ne sais pas qui l'a entendu en premier, mais nous nous sommes tous levés et nous nous sommes regardés à nouveau lorsque nous avons entendu des pas très rapides crissant les feuilles en nous approchant de la tente. Puis ils se sont arrêtés et il y a eu un cri perçant et déchirant qui ressemblait à celui d'une fille ou d'une femme. C'était juste devant la tente et la tente a commencé à trembler violemment. Nous avons tous commencé à crier. Jake et Jim criaient de peur, tandis que mon frère et moi crions des trucs comme « Sortez de la tente !» J'ai ouvert la porte de la tente et, un par un, nous avons tous couru dans les bois avec nos lampes de poche allumées. La seule raison pour laquelle nous pouvions voir tout ce qui courait vers la maison étaient les lampes de poche. C'était le moment le plus tendu de ma vie, comme un sentiment de vie ou de mort. Nous sommes arrivés à la propriété en criant tout le long du trajet et toute notre famille était déjà dehors en réponse. Nous sommes tous les 4 rentrés sains et saufs. Nous leur avons expliqué les cris et les tremblements de la tente et ils ont tous été choqués et horrifiés par leur réaction. Puis, j'ai remarqué que nos cousins, Jamie et Christina et ma sœur n'étaient pas dehors. J'ai appelé mon père et mon oncle, les accusant d'avoir envoyé une des filles pour nous faire peur. Mais quand ils nous ont montré que les filles étaient déjà au lit, c'est à ce moment-là qu'il est devenu clair que quelqu'un que nous ne connaissions pas était dans les bois. Nos pères sont allés dans les bois avec quelques fusils et sont revenus au bout d'un moment sans trouver personne. Le lendemain, nous avons tous aidé à ramener la tente et d'autres affaires à la maison. Évidemment, vous pouvez deviner que c'était une chose unique. Nous n'avons plus jamais campé dans ces bois. Bon sang, nous ne jouions même plus dehors la nuit tombée. Quel enfant le ferait après une telle expérience? Je peux aussi bien deviner qui se trouvait à l'extérieur de notre tente et pourquoi ils faisaient ce qu'ils ont fait. Ce que je m'apprête à vous dire me laisse encore me demander ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est arrivé à mon père et à moi, et encore maintenant, 2 ans plus tard, j'ai des frissons, rien que d'y penser. Je sais à quoi ça ressemble. Si j'étais toi, je ne le croirais pas non plus, mais je te le jure, chaque mot est vrai. Il y a 2 ans, mon père et moi sommes allés camper dans un endroit en pleine campagne. Nous avons aimé faire cela, car c'était souvent un moment très agréable pour s'éloigner de la vraie vie. Cet endroit, en particulier, était un endroit sympa. Sentier de randonnée, tyrolienne, un peu touristique, mais il a une histoire profonde. Des terres amérindiennes, vous savez. La première nuit là-bas, c'était parfait. Des familles dans d'autres campings, des feux de camp partout, des enfants qui rient, le genre de nuit paisible pour laquelle vous partez en camping. Nous avons cuisiné des hot-dogs, grillé des guimauves, ouvert quelques bières et discuté avec les gens autour de nous. Une première nuit typique et paisible. Mais c'est la deuxième nuit que les choses ont commencé à changer. Le personnel nous a dit que nous étions les seuls dans le parc. Personne d'autre n'a réservé de site. Au début, nous étions excités. Un terrain de camping entier pour nous seuls. Cela semblait paisible. Nous avons passé la journée à faire de la randonnée, à pêcher et à y aller doucement. À un moment donné, nous avons écouté un podcast effrayant alors que nous étions assis au bord de la rivière, parce que vous savez, pourquoi ne pas vous plonger dans cette atmosphère effrayante? Nous pensions que nous étions drôles. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, nous nous sentions bien, un peu ivres à cause des bières, fatigués de cette manière satisfaisante après une longue journée en plein air. Nous avons décidé de nous rendre au centre d'information du parc pour recharger nos téléphones et prendre quelques collations avant qu'il ne fasse trop nuit. Sur le chemin du retour vers notre camping, c'est à ce moment-là que le malaise s'est installé. Les bois étaient différents. L'air était plus lourd.
Le ciel avait cette teinte étrange, comme si le crépuscule ne voulait pas partir. Mon père s'est tourné vers moi et m'a dit « Est-ce que ça ne semble pas bizarre, comme si nous étions dans une sorte de rêve ?» Et il avait raison, c'était le cas. La forêt semblait infinie, s'étendant dans toutes les directions. Ma poitrine s'est contractée. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que nous n'étions pas seuls. Après cela, nous n'avons pas dit grand-chose. Nous avons simplement continué à marcher, regardant tous les deux par-dessus nos épaules, comme si nous nous attendions à voir quelque chose qui se cachait dans les arbres. De retour au camp, nous sommes restés près du feu. Nous n'avons pas vraiment parlé de ce sentiment étrange. Nous n'en avions pas besoin. C'était comme si nous avions tous les deux convenu en silence de garder les choses normales, comme si tout allait bien. Nous avons grillé des guimauves, joué de la musique et même fumé de l'herbe pour essayer de nous distraire. Ce n'est pas le moment père-fils typique auquel on pourrait s'attendre. Mais lorsque le soleil s'est couché sous les arbres, nous ne pouvions plus voir ce qu'il y avait devant nous, à l'exception du feu. C'est à ce moment-là que le sentiment de malaise s'est transformé en quelque chose de pire. Alors que nous étions assis près du feu de camp et rôtissions des s'mores, je tiens à dire que vers 9 heures, nous avons entendu un bruit. C'était un bruit, comme si un arbre tombait. C'est sorti de nulle part, fort et proche. Cela résonnait dans les bois en direction de la rivière, à peut-être 100 mètres de là. Nous avons saisi nos lampes de poche et les avons pointées vers le son, mais il n'y avait rien. Aucun mouvement, aucun regard brillant, rien. Bigfoot, avons-nous plaisanté. Un rire nerveux s'échappant, mais aucun de nous n'y croyait. Quelques minutes s'écoulèrent, puis le son revint, plus fort cette fois, plus loin, mais même son, même poids. Nous avons de nouveau allumé nos lumières, mais la forêt a avalé nos lampes de poche, nous permettant de voir uniquement les arbres entourant notre tente. Puis le troisième coup, plus proche. C'est alors que la peur est arrivée. Quoi qu'il en soit, il se dirigeait vers nous, comme s'il tournait autour du camping. Puis, pas même avant que nous ayons pu rassembler nos pensées, le quatrième bang s'est produit, à une vingtaine de mètres, peut-être moins. C'est à ce moment-là que la vraie peur et l'adrénaline sont apparues. L'effet que j'avais provoqué par l'herbe avait maintenant disparu depuis longtemps. Mon père s'est tourné vers moi avec les yeux écarquillés. J'ai vu la peur sur son visage. Nous avons convenu de monter dans la tente. Nous nous sommes rapidement précipités et avons jeté le reste du bois de chauffage sur le feu en espérant que les flammes effrayeraient tout ce qui se trouvait là-bas. Ensuite, nous nous sommes précipités dans la tente, laissant tout le reste derrière nous. J'ai couru à l'intérieur de la tente et je suis rapidement tombé au sol, allongé à plat. Mon père s'est déplacé un peu plus lentement, me suivant juste derrière. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la tente, c'est à ce moment-là que le bruit le plus fort s'est produit, si près que c'était comme si le sol tremblait. Mon père se figea, regardant dans le noir. J'ai prononcé son nom, attirant son attention alors qu'il me regardait sous le choc. Puis j'ai rapidement sauté dans la tente. Il marmonna. « Il est là. »« Qu'est-ce qu'il y a là ?» J'ai demandé. « Je ne sais pas, » dit-il, la voix tremblante. C'était comme un mur de ténèbres. Il s'est assis près de la fermeture éclair pendant que je m'enfonçais sous mon sac de couchage, essayant de bouger aussi silencieusement que possible. Il était assis là, tenant la seule arme que nous avions, un petit couteau, vraiment inutile. Mais c'était tout ce que nous avions. Puis est arrivé ce bruit de vibration encore difficile à expliquer à ce jour. Cela a commencé doucement, comme un bourdonnement, mais ce n'était pas seulement du son, ça remplissait l'air. C'était une sensation à l'intérieur de nous, qui nous serrait la poitrine. Je n'ai jamais rien ressenti de pareil. Mon père a murmuré « Tu entends ça ?» Je ne pouvais pas répondre. J'ai juste hoché la tête, trop effrayé pour émettre un son. C'était comme si nous étions pourchassés. Cela a duré environ 5 minutes pendant que nous restions assis en silence. Ensuite, cet autre son. Ce n'était pas celui d'un animal, ni celui d'un humain. C'était ce bruit guttural, semblable à celui d'un extraterrestre, comme j'aime le dire.
Honnêtement, cela ressemblait au Démogorgon de Stranger Things. Rien de ce que j'ai jamais entendu auparavant. Nous sommes restés figés dans cette tente, trop effrayés pour respirer, trop effrayés pour bouger. J'avais une petite fenêtre grillagée, juste à côté de l'endroit où j'étais allongé, mais je refusais de regarder à l'extérieur de peur d'être vu. Je suis juste assis là, essayant de contrôler ma respiration, alors que mon père était toujours assis là, avec le couteau. C'est à ce moment-là que la chose la plus étrange s'est produite. Au milieu de tout ce chaos, nous avons perdu connaissance. Aucun de nous ne se souvient d'avoir essayé de s'endormir. Mon père tenait toujours le couteau. Quand nous nous sommes réveillés, allongés au milieu de la tente, je me suis réveillé sur le dos, paniqué, comme si quelque chose se tenait au-dessus de moi. Ma première pensée a été de prendre mon téléphone pour vérifier l'heure, mais il était mort. J'ai demandé à mon père de vérifier le sien, mort aussi. Les deux avaient été complètement chargés la nuit précédente, ce qui nous permettait de les faire fonctionner en cas d'urgence. Nous sommes sortis pour faire pipi, alors que nous nous tenions à 1,50 m de la tente et faisions pipi dos à dos, toujours effrayés. Nous avons vu qu'il faisait toujours noir dehors. L'air était froid et immobile. La nourriture que nous avons laissée sur la table était totalement intacte. Le bois de chauffage, alimenté avant de plonger dans la tente, avait brûlé en cendres, comme s'il n'avait jamais été touché. L'endroit tout entier ne semblait pas bien, comme si nous n'aurions pas dû être là. Nous avons attendu la nuit sous la tente sans trop nous dire, essayant juste de vraiment dormir. Nous avons fait nos bagages en silence, sans dire un mot jusqu'à ce que nous soyons dans la voiture. Quand nous en avons finalement parlé, nous avons réalisé que nous avions tous les deux ressenti la même chose cette nuit-là, observés et chassés, comme si quelque chose attendait que nous fassions une erreur. Nous l'avons dit à ma mère à notre retour. Elle pensait que nous étions fous et a dit que nous avions peut-être été drogués ou inhalé des gaz étranges, mais ce n'était pas ça. Quoi qu'il soit arrivé cette nuit-là, c'était réel. Nous avons tous les deux vécu la même chose. À ce jour, nous ne savons pas ce que c'était. Nous ne l'avons pas vu, pas complètement. Mais mon père s'en est approché le plus près. Quoi qu'il ait vu, ce n'était ni humain, ni naturel. Nous n'avons jamais entendu une histoire similaire à la nôtre. Nous ne sommes pas retournés sur ce camping depuis, ni même allés camper depuis. Je ne pense pas que nous le ferons un jour.